Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Nouvelle révélation embarrassante pour Serge Dassault. Selon le journal Libération, le sénateur UMP aurait reçu 53 millions d'euros de la part de son comptable suisse. Un élément de plus à charge pour l'avionneur, déjà mis en examen pour financement illégal de sa campagne électorale. Les mutuelles étudiantes dans les collimateurs du Sénat, une proposition de loi veut mettre un terme au système actuel en permettant aux enfants de plus de 18 ans de rester sur le régime de leurs parents. Reportage dans ce journal. Et si on revenait au septennat, crise politique oblige, l'idée fait son chemin à droite comme à gauche. Le Sénat a rejeté en commission une proposition des radicaux de gauche en ce sens. Débat à suivre dans un instant. C'est un nouveau rebondissement dans l'enquête sur les soupçons d'achat de voix à Corbeil-Essonnes. Gérard Lima, comptable et ami du sénateur Serge Dassault, a été entendu début octobre par les juges. Il leur aurait expliqué comment il a remis 53 millions d'euros en liquide à l'ancien maire de la ville. Alors ce matin, au groupe UMP du Sénat, ils étaient peu nombreux à vouloir commenter ces nouvelles révélations. Samia Dechir. Les révélations du comptable suisse de Serge Dassault sont explosives. Elles ont pourtant suscité peu de commentaires des sénateurs UMP ce matin à la réunion de groupe. Ah, j'ai pas vu. Vous avez pas vu? Non. Non. Pas de commentaires après. Non, je dis rien. Ah, j'ai pas vu non plus. Désolé. D'après nos confrères de Libération et France Inter, le comptable du sénateur aurait rapatrié 53 millions d'euros en liquide depuis Genève entre 1995 et 2012. Il aurait également procédé à 4,2 millions d'euros de virements suspects à des habitants de Corbeil-Essonnes. Une somme qui aurait pu servir à l'ancien maire UMP de la ville à acheter des voix d'électeurs. Il s'agit en l'occurrence d'un élu qui donne sa fortune personnelle à l'égard de ses citoyens et de sa ville. Donc il invente le délit de désenrichissement personnel. Ça ne me choque pas du tout, moi, parce que c'est son argent, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais savoir comment ça s'est passé, d'où ça vient, pourquoi, etc. Si vraiment, nous, on a la maladie de la transparence en France. Alors vous savez, maintenant, soyons malades. Serge Dassault serait donc victime pour certains de ses collègues UMP d'acharnement. Une vision évidemment contredite à gauche, où l'on n'hésite pas à réclamer son départ. Il devrait avoir la décence de partir. Si malheureusement cela était avéré, je crois qu'il faut des sanctions très strictes et faire le nécessaire en tout cas pour que la justice soit faite vite. Serge Dassault a déjà été mis en examen pour achat de voix en avril dernier. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est dit prêt à examiner de nouveau la levée de son immunité parlementaire si les juges le demandent. Pas d'accord en commission mixte paritaire sur le projet de budget de la sécurité sociale pour 2015. La nouvelle majorité sénatoriale a adopté le projet de loi en y ajoutant 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires contre l'avis du gouvernement et en supprimant la modulation des allocations familiales. Du coup, ce texte doit être examiné en nouvelle lecture à l'Assemblée à partir de lundi pour repasser ensuite au Sénat. En cas de désaccord, les députés auront le dernier mot. Je vous le disais en titre, le Sénat veut en finir avec les mutuelles étudiantes. Une proposition de loi UMP est discutée en ce moment même en séance. Les explications d'Ilione Schultz. Les étudiants et leur mutuelle santé, c'est souvent toute une histoire. Il y a des queues interminables. Quand on s'y rend, c'est très compliqué de les avoir. Comme ils ont beaucoup de monde, ils ne sont pas forcément très aimables parce qu'ils voient beaucoup de personnes tous les jours. Je trouve que le remboursement se fait beaucoup trop lentement. Par rapport à une mutuelle attachée aux parents. Une qualité de service régulièrement pointée du doigt, mais aussi une gestion parfois hasardeuse. La LMDE notamment, à laquelle adhère près de la moitié des étudiants français, est dans une situation financière délicate. Elle a été placée sous administration provisoire en juillet dernier. La proposition de loi prévoit donc de supprimer les mutuelles étudiantes et d'affilier les étudiants au régime de sécurité sociale de leurs parents. Objectif, une économie de 70 millions d'euros envisagée et de meilleures prestations aux étudiants, des étudiants plutôt favorables. Être attaché sous le régime de mes parents me permettrait de mieux comprendre et d'être mieux protégée et de ne pas avoir cette boule au ventre quand je vais chez le docteur. C'est bien que je sois aussi indépendant, que ce ne soit pas toujours attaché
à mes parents. Le texte stipule que les étudiants seront affiliés à titre personnel avec leur carte, leur compte et leur adresse. La SMEREP, mutuelle concurrente de la LMDE, ne croit pas à une meilleure efficacité. Il va bien falloir que ces organismes de sécurité sociale des parents vérifient chaque année le statut de l'étudiant. Cette difficulté ou cette complexité du régime persiste. On la confie simplement à un autre acteur, considérant qu'il va mieux faire que les mutuelles étudiantes. Quant aux quelques 2000 salariés des mutuelles, une partie devrait être transférée vers les caisses de la sécurité sociale. Si elle est adoptée, la loi n'entrera en vigueur qu'en 2017. Le projet de loi de finances adopté à l'Assemblée nationale avec une majorité étroite, 266 voix contre 247, 56 députés s'étant abstenus. Parmi les abstentionnistes, le nombre de socialistes frondeurs qui demandent une politique économique alternative a légèrement diminué. Ils ne sont plus que 37. Au Sénat, le texte sera discuté à partir de jeudi matin en séance et parmi les propositions des sénateurs pour faire des économies, la diminution du nombre de radars devant être remplacés l'année prochaine. Pour en parler ce soir, notre invité, Vincent Delahaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC de l'Essonne. Alors vous êtes à l'origine de cette proposition. Vous souhaitez diviser par 2 le nombre de radars existants. Comment vous est venue l'idée de cette proposition? Pas existant, remplacés. Oui. En fait, ce sont ceux que l'on souhaite remplacer cette année. C'est vrai qu'on va vers des radars de plus en plus sophistiqués, qu'on appelle des radars tronçon ou vitesse moyenne, en fait, non pas un radar fixe à un endroit, mais on vous prend à l'entrée ou à la sortie et on mesure la vitesse moyenne que vous avez, à laquelle vous avez parcouru la distance. Et puis les radars chantier également, et c'est des radars qui aujourd'hui sont très sophistiqués, coûtent très cher. C'est à peu près 200 000 € pièce. Et donc le gouvernement propose d'en renouveler pour un peu plus de 40 millions. Et c'est vrai que moi je dis, peut-être qu'on peut en remplacer que la moitié et pour 20 millions. Donc on cherche des économies un peu partout. Donc moi je cherche des économies aussi dans le budget que je dois rapporter. Et je ferai au printemps, je vais faire un petit contrôle budgétaire, puisqu'on a le droit de le faire, sur la politique d'implantation, de remplacement et de maintenance des radars. Parce que je pense que c'est un sujet quand même très intéressant. Oui, ça permettrait d'économiser combien cette mesure, Vincent Delahaye ? C'est une vingtaine de millions d'euros. Et j'ai proposé une autre mesure qui, elle, fait 15 millions d'euros, puisque c'est la suppression des lettres qui sont envoyées pour informer sur le nombre de points. On va y venir dans un instant. Si on revient à cette question des radars, est-ce qu'ils sont quand même aussi performants, les radars que vous proposez ? Alors, attendez, les radars, c'est pas moi qui les propose, c'est le ministère de l'Intérieur qui les installe et qui installe des nouveaux radars très performants. C'est pas moi, je suis absolument pas, c'est pas moi qui commande et c'est pas moi qui. Je suis simplement sénateur, je suis chargé de ce rapport et je regarde ce que je peux faire pour participer au plan d'économie que l'on doit réaliser. Puisque... justement, quel est l'avis du gouvernement alors sur votre proposition ? Alors, écoutez, je ne le connais pas encore puisque pour l'instant, on ne l'a pas proposé en séance. Il a été adopté en commission des finances. L'an dernier, il avait déjà été adopté en commission des finances, mais simplement, on n'avait pas pu discuter de la deuxième partie du budget. Vous savez qu'il y a une première partie sur les aspects fiscaux, et puis les recettes, et il y a une deuxième partie sur les aspects dépenses. Et donc, j'espère que cette année, on pourra aller discuter de cet aspect dépenses pour que, justement, le gouvernement puisse nous répondre et puisse répondre à l'interpellation que je fais à travers cet amendement. Quitte à ralentir le programme de modernisation des radars. De modernisation des radars, ça ne veut pas dire qu'on les diminue, ça veut pas dire qu'on diminue leur nombre. Ils sont moins modernes. C'est-à-dire que les radars seront un petit peu moins modernes, mais ils seront quand même plus modernes que l'an dernier. Alors effectivement, vous en parliez, une autre proposition, c'est celle de supprimer l'obligation d'envoyer des lettres à l'occasion du retrait ou de la restitution de points sur le permis de conduire. Vous évaluez à peu près à 17 millions de lettres qui ont été envoyées en 2014. Ça coûte combien tous ces courriers ? 17 millions de lettres pour 15 millions d'euros de coûts, donc ça me paraît énorme, la proportion me paraît énorme. L'an dernier, ça me choquait déjà. Et je considère qu'aujourd'hui, il y a des moyens quand même alternatifs pour connaître son nombre de points. Soit d'abord, on fait son compte soi-même, parce que quand on reçoit un PV, c'est marqué dessus le nombre de points qui est retiré, soit on peut aller sur un site internet, soit on interpelle la préfecture. Donc il y a des moyens alternatifs pour connaître son nombre de points. Donc je dis que c'est vraiment une dépense un peu excessive. Et là, ça rapporterait 15,7 millions d'euros, voilà, c'est le chiffre que vous confirmez ? Voilà, tout à fait. Oui. Enfin, vous proposez une autre mesure, alors c'est celle de diminuer la subvention de 15 millions d'euros qui est versée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Cette agence, elle se trouve à Rennes, c'est elle qui vous envoie tous les PV, si vous en avez. Vous conduisez sans doute très bien, donc vous n'avez pas de PV, mais ceux qui en ont reçoivent quelque chose de Rennes, et cette agence a un fonds de roulement, ce qu'on appelle un fonds de roulement, c'est des réserves qui sont assez importantes. Donc
comme elle reçoit une subvention, moi je considère, j'ai eu du mal à, d'ailleurs j'ai toujours pas officiellement le chiffre réel des réserves, mais j'ai prélevé, j'ai officieusement ce chiffre, donc j'ai prélevé une partie de ce chiffre pour dire on diminue la subvention et on fait des économies cette année pour que l'entaille vive sur ses réserves et sur son fonds de roulement. Et que pense la sécurité routière de toutes ces mesures, Vincent Delahaye, vous savez? J'ai pas encore eu de réponse, donc j'aurais bien aimé avoir des réponses à mes courriers. On est parfois, nous, parlementaires, très surpris des délais que l'on met, que ce soit le ministère du Budget ou les agences, pour nous répondre, parce que nous, on a besoin aussi d'informations pour faire des propositions. Moi, je suis là pour faire des propositions. Je pense qu'il faut réduire la dépense publique. Il ne faut pas seulement la maîtriser, il faut la réduire. Aujourd'hui, on vit nettement au-dessus de nos moyens. Et je pense que dans tous les domaines, on peut rechercher des économies, tout en étant encore performant dans la politique de lutte contre l'insécurité routière. Merci Vincent Delahaye d'avoir été notre invité ce soir. Ces propositions seront examinées en séance à partir du 28 novembre prochain. Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, était l'invité de Preuve par 3. Selon lui, il est nécessaire d'organiser une primaire au sein du Parti socialiste. On l'écoute. La primaire, pour moi, elle est indispensable. Pour quelle raison? Pas pour faire du tir au pigeon contre X ou Y ou pour écarter telle candidature, y compris celle du président, s'il réussissait son quinquennat qu'il voulait se représenter. L'emblème de la réussite du quinquennat, c'est que François Hollande puisse se représenter. S'il ne le peut pas, c'est qu'on n'a pas réussi le quinquennat. Si on n'a pas réussi le quinquennat, on ira tous au trou. Et vous nous dites que... On ira tous au trou. Preuve par 3, revoir dans son intégralité à partir de 22h45 ce soir sur Public Sénat. Emmanuel Macron prêt à s'attaquer aux retraites chapeau après plusieurs polémiques sur ces dispositifs. La dernière en date liée à l'ancien PDG de France Télécom, Didier Lombard. Le ministre de l'économie l'a dit cet après-midi lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. On l'écoute. La priorité, c'est de renvoyer à la responsabilité personnelle. Parce qu'aucune loi ne remplacera l'éthique des dirigeants. Nous devons avoir une politique plus dure. J'ai donc demandé avec Michel Sapin qu'une mission de l'inspection générale des finances soit faite pour que, en lien avec les services de Marisol Touraine, nous puissions trouver une vraie solution pour supprimer les retraites chapeau et les remplacer par un régime de droit commun plus lisible pour tous les Français. Et on reparle de la nouvelle carte des régions. Le texte est de retour à l'Assemblée nationale. Les sénateurs avaient proposé 15 régions. Les députés devraient revenir à une carte à 13 grands ensembles, comme le souhaite l'exécutif. Et dans ce contexte, les élus du Rhône étaient à Paris pour vanter la future métropole lyonnaise. Souvent citée en exemple, elle est sur le point de voir le jour. Cette nouvelle entité reprendra en partie les compétences du Conseil général du Rhône. Mais cette expérience est-elle transposable à d'autres métropoles? Écoutez la réponse du sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, suivi de la réaction de l'ancien garde des Sceaux, le sénateur Michel Mercier. Ils répondent au micro d'Aurélien Romano. Moi qui vois beaucoup d'entreprises sur l'agglomération lyonnaise, qui rencontre beaucoup de chefs d'entreprise marseillais, beaucoup d'entre eux nous disent on aimerait bien qu'on puisse au niveau local suivre l'exemple de Lyon. Et moi je pense que ça serait bien pour cette région et pour notre pays. Mais je vois bien qu'il y a un peu de travail à faire encore. Je crois qu'on a fait les efforts nécessaires quand il fallait les faire. Si on peut aider les autres à faire des efforts, on les aidera volontiers. 24h Sénat, tout de suite le débat. « 14 ans après l'instauration du quinquennat par référendum, l'idée d'un septennat revient sur le devant de la scène. Objectif pour ses partisans, sortir la France de l'impasse institutionnelle dans laquelle elle se trouve. Une proposition de loi organique était examinée cet après-midi par le Sénat. Jérôme Bonnard. C'était en juin 2000 au Sénat. Cette réforme a été longuement mûrie. Elle apparaît nécessaire pour donner une nouvelle dynamique démocratique à nos institutions. Et puis, elle est aujourd'hui enfin possible. Il faut donc la faire. Soutenu par la gauche, le projet de loi visait à réduire la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Adoptée sans modification par l'Assemblée et le Sénat, la réforme laissait la droite plus dubitative. Remplacer 7 par 5, ma foi, on est tenté de dire à la limite, comme Christian Poncelet, en substance, ça mange pas de pain, pourquoi pas ? Mais est-ce vraiment un vrai débat? Est-ce vraiment le fond du sujet? Jacques Chirac, favorable au projet, choisit le référendum pour le faire adopter. À l'époque, l'objectif était d'éviter de nouvelles cohabitations en alignant la durée du mandat présidentiel à celui du mandat législatif.
14 ans plus tard, le sénateur Jacques Mézard préconise un retour au septennat, à condition qu'il soit non renouvelable. Le président du Sénat y voit des avantages. C'est un mandat de 7 ans qui mettrait en quelque sorte le président de la République à un niveau plus arbitral, moins lié directement à la politique du quotidien, non renouvelable aussi, pour qu'il puisse avoir à conduire les réformes sans avoir pour objectif de se faire réélire 5 ans après. Réfléchissons, 5 ans c'est très court. Ce qui au final pourrait renforcer le rôle du Parlement au détriment de celui du chef de l'État. Reste que ce texte a peu de chances d'être adopté. Il a déjà été rejeté en commission des lois au Sénat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Jacques Mézard, président du groupe RDSE ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche, président de la commission des lois. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Alors Jacques Mézard, vous avez présenté cet après-midi cette proposition de loi organique. Pourquoi vouloir revenir sur le quinquennat ? Il ne s'agit pas simplement de revenir sur le quinquennat, il s'agit de constater que nos institutions ne fonctionnent pas bien. Je crois que sur tous les bancs, on se rend compte qu'il y a un problème institutionnel. Et ce que nous proposons, c'est un septennat, effectivement, dans la tradition de nos républiques, sauf depuis 12 ans, mais un septennat non renouvelable qui soit décalé de l'élection législative. On voit bien que les précédents, c'est-à-dire les 12 ans que nous venons de connaître, ont amené une insatisfaction assez générale. Et je suis heureux de voir d'ailleurs que le président du Sénat semble acquis à cette idée du septennat non renouvelable. Je crois que ça a un intérêt très fort parce que ça restaurera ce qui devait être le président de la République dans la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, c'est-à-dire un arbitre institutionnel. C'est l'article 5 de la Constitution, la continuité de l'État, l'arbitre institutionnel. Et le quinquennat, avec l'inversion du calendrier, le président de la République est devenu très clairement, encore plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant, le chef d'une majorité, mettant d'ailleurs le Premier ministre dans une situation systématiquement difficile. Donc je crois qu'il est nécessaire en tout cas d'avoir ce débat, qui est un débat qui dépasse les clivages on va y venir effectivement. Philippe Bas, peut-être pouvez-vous nous dire pour quelles raisons la Commission des lois du Sénat a rejeté cette proposition des radicaux de gauche ? Le septennat s'autorise d'une longue tradition républicaine. Et pourtant, il a été créé par les monarchistes, aussi curieux que ça puisse paraître. Parce qu'on se disait, pour rétablir la monarchie, il faut un petit peu de temps, on va faire le septennat, et puis ça donnera de la stabilité au pouvoir exécutif. Mais le fond de la réticence d'une majorité des membres de notre commission des lois est venu de ce que, au fond, 5 ans ou 7 ans, ça n'est pas le problème essentiel pour la France d'aujourd'hui. Ça n'apporte pas de solution au problème institutionnel dont a parlé Jacques Mézard ? Et ça ne change pas, en tout cas, le problème essentiel qui est d'avoir une bonne politique. Que vous soyez là pour 5 ans ou pour 7 ans, l'important c'est de faire une bonne politique. Alors maintenant, moi je ne suis pas pour qu'on touche sans arrêt aux institutions. J'ai défendu, avec Jacques Mézard d'ailleurs, une certaine tradition républicaine française quand il s'agissait de nos territoires, aussi bien le rôle du département que la compatibilité d'un exécutif local avec une fonction parlementaire. Et je pense que si on imagine qu'en modifiant nos institutions, on va avoir une meilleure politique, on se trompe complètement. Et je pense que, de toute façon, l'histoire des 30 dernières années a montré que quand un président bénéficiait d'un septennat, il ne gouvernait jamais plus de 5 ans, à cause des cohabitations. Je pense aussi que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, un mandat de 7 ans, ça n'existe que dans très peu de pays, et en général, ce sont des présidents qui n'ont pas de pouvoir. Et je soupçonne mon ami Jacques Mézard d'avoir une intention à peine cachée derrière sa proposition de loi, qui serait que justement, finalement, qu'un président n'ait pas trop de pouvoir, ça ne lui causerait aucun chagrin. Alors, on vous soupçonne, Jacques Mézard. Que répondez-vous à Philippe Bas? Puisque c'est vrai qu'il y a ce problème du spectre de la cohabitation avec la concomitance des élections inhérentes au... Nous connaissons l'intelligence de Philippe Bas, mais il ne faut pas qu'il y ait de suspicion là-dessus. Nous,
ce que nous souhaitons, puisqu'il y a un président de la République élu au suffrage universel, c'est un débat... Ça, vous n'y touchez pas? On n'y touche pas. Ce n'est pas d'ailleurs forcément une des meilleures évolutions de la Ve République. Ça n'était pas prévu initialement. Ce que nous constatons, nous, c'est que le système aujourd'hui fonctionne mal et que ce qui a posé problème, c'est l'évolution du référendum qui a eu lieu en 2000 avec, il faut le dire quand même, presque 75% d'abstention et à peine 17% des Français qui ont voté pour ce nouveau système. C'est ce nouveau système qui a amené un certain nombre de difficultés. Nous souhaitons que le président soit véritablement un arbitre, que dans sa campagne, il définisse les grands axes d'une politique, que cette politique soit mise en œuvre par un gouvernement, par un Premier ministre, mais qui a un recul du président de la République, qui soit un arbitre et non pas celui qui prend tous les coups, qui est devant systématiquement. Il y a à la fois le danger actuel, une hyper-présidence de la République, et en même temps une fragilité du président de la République qui est confronté à tous les problèmes, les petits, les moyens et les grands. Et on voit bien que ça ne donne pas satisfaction. Et le fait même qu'il y ait cette demande, je dirais, cette approche qui émane aujourd'hui de sensibilités politiques différentes. Tout à l'heure, on a entendu d'ailleurs le groupe centriste dire qu'il était favorable à cette demande. On a entendu tout à l'heure le président du Sénat dire qu'il y était aussi plutôt favorable. Même Jean-Pierre Raffarin, Philippe Bas, est favorable à un éventuel retour du septennat. Voilà, pour empêcher cette campagne permanente dans laquelle se retrouverait le président de la République. C'est un vrai débat qu'il est normal et naturel que le Sénat ait. Moi, je préfère que ce type de débat soit initié par la Haute Assemblée, que ce soit un débat de fond institutionnel. Les députés aussi se sont saisis de ce problème. Ouais. Philippe Bas, c'est vrai qu'avec ce temps court du quinquennat, les présidents de la République, un quinquennat bien qui peut être renouvelé, sont en perpétuelle compétition, campagne électorale, et cela les empêcherait de mener à bien des réformes impopulaires, justement. Qu'en pensez-vous de cet argument? Je ne pense pas que ce soit un bon argument. Je ne pense pas non plus que le président de la République puisse se cantonner à une fonction d'arbitre. Je pense qu'il a été choisi par les Français pour diriger le pays. Et que s'il veut rester en arrière de la main, c'est comme un maire qui dirait « moi j'ai été élu maire, mais c'est mon adjoint aux finances et mon adjoint aux travaux qui commande ». C'est pas possible, c'est pas démocratique. Ça, c'est pour moi une règle de base. Il faut que le président soit un président engagé dans l'action. Mon problème, c'est qu'il réussisse. C'est pas qu'il reste à l'écart des grandes décisions pour ne pas prendre de risques. Et j'ai observé que dans le système français, même quand il y avait le septennat, la compétition pour l'élection présidentielle polarisait complètement le champ politique. Je crois que l'idée qu'avec 7 ans, on va changer les choses par rapport à cette réalité est une idée fausse. Et j'observe aussi qu'aux États-Unis, le président a un mandat de 4 ans, mais que la plupart du temps, il est renouvelé. Et je crois que c'est bien qu'on puisse renouveler le mandat. Et que, au fond, au milieu d'une période de 10 ans, on doit retourner devant les électeurs. Car quand on ne retourne pas devant les électeurs, eh bien, petit à petit, on se détache du devoir de susciter autour de son action l'adhésion nécessaire. Et on voit le mal que ça fait. Jacques Mézard. Non, je crois qu'il ne faut pas comparer la République française avec les États-Unis. C'est un régime présidentiel aux États-Unis. Ce que vient de dire Philippe Bas est révélateur. Il a comparé finalement le Premier ministre à un adjoint aux travaux dans une mairie. Et là, on a toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Manifestement, le poids du Premier ministre est quand même mineur par rapport à celui du président de la République. Et on a constaté depuis 12 ans un accroissement, je dirais, de la faiblesse du Parlement. Et nous sommes arrivés à un système où les institutions sont très clairement déséquilibrées. Alors, est-ce que... Ça peut tenir aussi à la personnalité du président de la République, pas forcément à la durée de son mandat. Mais bien sûr que la personnalité d'un président de la République, ça joue, et c'est naturel. Mais en même temps, si les institutions accroissent les difficultés, il faut se poser la question. Alors, il y a peut-être, et il y a certainement d'autres sujets qui doivent être très naturellement débattus, dont celui de la question de la dissolution, de la censure. Est-ce qu'il faut, si on reste dans le quinquennat, maintenir l'article 12 avec la possibilité de dissolution? C'est aussi un vrai débat.
C'est un autre débat, mais c'est un vrai débat. Ouais. Alors Philippe Bas, sur cet article 12. Au fond, je voudrais vous demander, en débat, est-ce que votre idée n'est pas une révision beaucoup plus importante de notre système, dans lequel le Premier ministre est le vrai patron, et il doit rechercher, en allant au-delà des clivages politiques, une majorité à l'Assemblée nationale formée de coalitions qui doivent se mettre ensemble autour de la table pour trouver des solutions au pays. Vous avez le droit d'avoir ce système politique en idéal, parce que c'est quelque chose qui mérite débat. Je le reconnais. Mais ce système-là, il a existé en France. Et malheureusement, compte tenu des divisions politiques de notre pays, qui sont endémiques, il a abouti à une très forte instabilité gouvernementale. Le système dans lequel le Premier ministre ne peut pas s'appuyer sur un président de la République fort et dépend d'une coalition de partis à l'Assemblée nationale est un système que nous connaissons, que nous avons expérimenté et qui n'a pas donné le bon résultat. Je reconnais les excès de notre système actuel, mais je préfère prendre le risque de ces excès-là plutôt que de prendre le risque de l'instabilité, surtout dans le monde d'aujourd'hui, dont on voit à quel point il est troublé, et dans l'économie d'aujourd'hui, dont on voit à quel point elle a du mal à redémarrer. Jacques Mézard, sur ce rôle du Premier ministre, effectivement, qui est central dans votre proposition. Je crois que mon ami Philippe Bas caricature un peu les choses. Il ne s'agit pas de revenir à la 4e République et à l'instabilité. Il s'agit aussi de constater une chose, c'est que notre système est unique, j'allais dire, en Europe, c'est une certitude, et très rare dans le monde. En fait, nous élisons un monarque républicain qui aujourd'hui a l'essentiel des pouvoirs. Et il est normal et naturel de rétablir un équilibre. Partout autour de nous, dans les pays européens, il y a des élections législatives, et le parti qui remporte les élections législatives, son chef se retrouve Premier ministre. Nous avons un système qui est différent, qui montre toute une série de faiblesses et qui le montre d'autant plus quand on est en période de crise. Et je dis et je redis, et d'ailleurs les réactions assez positives que nous avons au lancement de ce débat démontrent qu'il faut avoir ce débat, clairement, et qu'il n'est pas mauvais de penser, puisque là ce n'est pas un mauvais procès que me fait Philippe Bas, qu'essayer de rassembler davantage les Français. Je crois que malgré leur tradition gauloise, les rassembler davantage, c'est certainement une bonne chose dans l'intérêt national. Oui, Philippe Bas, vous qui êtes tous les deux parlementaires, quel est le régime, la durée du mandat la plus favorable aux droits du Parlement, le quinquennat ou le septennat? En vérité, je ne sais pas. Je me demande si les deux questions sont si liées que cela. Si on veut instituer un système de cohabitation permanente, on peut le faire quelle que soit la durée du mandat du président de la République. Il suffit que la dispersion des forces politiques entraîne l'absence de majorité permanente pour soutenir l'action du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Moi, je suis d'accord avec un point. Je pense que, à certains égards, les clivages politiques nous empêchent de trouver des accords entre nous qui permettent à la France de prendre un certain nombre de décisions que l'immobilisme actuel rend encore plus nécessaires. Très rapidement. Et donc, j'entends ce que Jacques Mézard dit en matière de rassemblement, et je ne voudrais pas que ce soit le système politique qui nous l'impose en dégradant la continuité de l'action gouvernementale. Il est normal qu'il y ait des clivages politiques, mais je trouve aujourd'hui que ce sont les institutions qui aggravent ces clivages, parce que les vraies questions de fond, eh bien, le clivage, il passe au milieu du Parti socialiste, souvent au milieu de l'UMP, et on se rend compte que ça nous amène à un certain nombre de difficultés qui sont considérables. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.